Je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire de retour d'expérience dans lequel aujourd'hui on accueille Pierre Gano de Jardin Planétaire. Donc ce webinaire il s'inscrit dans une série de retours d'expérience qu'on vous propose chaque premier lundi du mois à 20 heures, dans laquelle on accueille un ou une membre du réseau de l'association Destination Saint-Tropez en essayant au maximum de varier les profils pour que tout le monde puisse être satisfait, donc du potager, du jardin nourricier, à des systèmes à plus grande échelle, des fois de l'expérimentation, ou plutôt des très grands systèmes pour les professionnels. Voilà, n'hésitez pas à bien noter dans votre agenda, chaque premier lundi du mois à 20 heures, on organise ce type de webinaire. Et si jamais vous ne pouvez pas y assister, les replays sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc l'association Destination Saint-Tropez, on a créé cette association il y a 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans, janvier 2024, avec pour mission de permettre le déploiement et de faciliter le déploiement de l'agriculture syntropique en climat tempéré. Voilà, donc si vous souhaitez en apprendre plus sur nos démarches et nos projets, n'hésitez pas à aller consulter notre site web. Et pour nous aider aussi, vous pouvez soit rejoindre l'association, c'est le meilleur moyen de nous aider, c'est vraiment venir participer avec nous. On sera ravis de vous accueillir. Ou sinon, si vous avez un peu moins de temps, et ben, pour qu'on puisse continuer à vous proposer du contenu et puis des outils aussi en lien avec la Syntropie, vous pouvez nous soutenir, soit par une petite adhésion ou un petit don. Et puis, vous pourrez aussi venir échanger avec nous sur nos différentes réunions thématiques. On accueille aujourd'hui Pierre du Jardin Planétaire que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a déjà quelques années et puis qu'on est allé visiter en tant qu'association en juin dernier, dans le cadre de nos rencontres internes. Donc Pierre va nous faire aujourd'hui un petit retour d'expérience sur sa pépinière syntropique et puis de manière générale sur sa vision de l'agroforesterie syntropique. Je te laisse partager ton écran, Pierre, et puis l'espace est à toi. Et ben merci Lucas, merci Fabien, merci Stéphane, l'association de cette invitation. C'était un chouette moment pour moi de rassembler des images et les idées pour pouvoir présenter ce soir un peu le vécu au sein de la pépinière et les échecs, les réussites et puis les espoirs et les projets à venir. Un tout petit mot aussi pour raconter un petit peu comment je suis venu à faire la pépinière et la pépinière en Saint-Tropez, parce que on a chacun aussi nos parcours avant d'arriver à la Saint-Tropez. Pour ma part, j'étais pas du tout agriculteur il y a quelques années. J'étais potier. Et je suis dans le centre de la France, dans le Cher, et dans ce village potier, je cherchais à pouvoir fabriquer, récolter moi-même mon bois de chauffage pour les fours. Et je me suis mis à me demander comment j'allais, tout en ayant des arbres fruitiers, pouvoir récolter du bois de chauffage. Et donc à mettre des arbres pour faire des arbres têtards, des trognes, au milieu de mes arbres fruitiers. Et puis en me disant, mais je pourrais mettre des choses en dessous, au-dessus, et puis un jour, quand j'ai vu passer une image de l'agroforesterie syntropique, je me suis dit, ah, mais c'est ça que je veux faire. Et puis donc j'ai cherché un petit peu comment aller apprendre un peu plus, parce qu'à ce moment-là, on avait quelques images de ce que de ce que fait Ernest Götz au Brésil, mais en France, il n'y avait pas encore ni d'exemple, ni à ma connaissance de système installé, à part peut-être chez Steven. Euh, Steven Werner, qui est dans département, je sais plus. C'est le Tarn, si je dis pas de bêtises. C'est ça, dans le Tarn. Et qui est un des formateurs en France avec Felipe, notamment. Les premiers. Donc, finalement, j'ai commencé à regarder un petit peu les différentes formations que je pouvais faire. Et j'avais vu celle d'Ernest que j'ai ratée. Et donc, je suis allé ensuite voir pour la première fois un système, en tout cas adapté de la syntropie avec Hervé Coves dans, dans la ferme qui s'appelle, j'ai perdu le nom, chez Marie et à côté de Oui, je Carcassonne. suis allé la visiter pendant mon tour de France. Vas-y, continue, je te retrouve le nom dans 30 secondes.
Voilà, j'ai oublié le nom. En tout cas, j'ai fait cette semaine avec Hervé Covès et ça m'a beaucoup inspiré sur l'envie d'avancer. Puis j'ai eu l'occasion ensuite d'aller passer les semaines de formation avec Steven et Felipe à Valojou, au jardin de Valojou, quand il y a eu les premières formations là-bas. Ça, c'était en 2021, l'année de l'installation de la pépinière. Donc là, j'étais en train de préparer tous mes plans et de me former en même temps. Voilà. Donc ce que je vais présenter comme premier plan de la pépinière, c'est beaucoup issu de réflexions qu'on a eues avec eux lors de cette formation-là, parce que euh, moi, je cherchais à faire une pépinière syntropique. Donc c'est pas juste de planter les vergers, mais comment je peux avoir des petits arbres et des grands côte à côte et comment. Voilà. Donc il y avait une problématique, enfin un ajustement à faire par rapport à que je cherchais à faire et ce qu'il proposait en formation, qui était un peu un mixte entre ce qu'il proposait en formation verger syntropique, agroforesterie syntropique en général, et puis celle qu'ils avaient proposée à ce moment-là, plus autour du maraîchage. Comment organiser le maraîchage, un maraîchage syntropique. Et le lieu, c'est le domaine de Mazie. Le domaine de Mazier, la ferme de Mazier, ouais. Je Donc vais ça, vous mettre à tout le monde dans le chat un petit lien. Il y a Vert de Terre Production qui avait fait un petit reportage chez eux. Comme ça, vous pouvez avoir un aperçu si vous voulez creuser un peu plus. voilà. Donc c'est parti, je vais partager mon écran. Si je réouvre, parce que là, bien sûr, je viens de faire une fausse manip et de fermer le truc. J'arrive tout de suite. Voilà, la première diapo et maintenant le partage d'écran. C'est bon pour tout le monde? Ça charge. C'est Et bon. juste, Pierre, Ça charge. t'as un Ouais. délai d'une seconde et demie entre le moment où tu cliques sur passer la diapo et le moment où nous, on va la voir. Voilà, Ah, ok. c'est bon. Vas-y. Ok. Donc la première partie de la présentation, ça va être vraiment la pépinière, la première partie de la vie de la pépinière, et puis ensuite un projet avec l'association Le Vieil Arbre, qui est un peu la poursuite et l'évolution de la pépinière. Alors, la pépinière, elle est sur la parcelle en plein milieu, la parcelle 508, dans un environnement déjà assez protégé, hein. Je ne suis pas du tout en plein désert. Donc cette parcelle, elle est au milieu d'un village, et ce village, c'est une grande clairière dans la forêt, dans le Cher, département du 18, entre Bourges et Sancerre. On est en zone 7A. Donc on peut avoir l'hiver quand même -13, -14, 2 ou 3 jours de suite. Ça se fait rare, mais on a encore eu l'hiver dernier ça. Donc au niveau de la rusticité des plants, je ne peux pas faire pousser d'agrumes, par exemple, dehors, il y a un certain nombre de plants. On a la chance d'avoir quand même beaucoup d'eau. Les moyennes, elles sont entre 760 et 820 millimètres dans l'année. Cette année, on va être quand même en dessous. Mais d'une manière générale, même dans les perspectives de changement climatique, on est sur la zone où en fait on risque d'avoir un peu plus de précipitations annuelles qu'avant, contrairement à tout ce qui est au sud, où il y aura moins de précipitations. En tout cas, ça, c'est les modèles climatiques. Et la nature du sol, je suis sur un sol plutôt acide, silicieux, qui est un sol donc, avec tout le sous-sol qui est très argileux. On a des mètres et des mètres d'argile, mais que là, je vais trouver pur à 2 mètres, 2,50 m de profondeur. Au-dessus, c'est plutôt un sable argilo limoneux avec beaucoup de cailloux, beaucoup de, de silice, pardon, beaucoup de pierres de silice. Voilà, donc j'ai dû faire un peu de place sur la parcelle. Ici, il y avait un gros noyer. L'implantation qui a été réalisée, elle a été faite principalement dans cette superficie-là. C'est ce qu'on va voir sur la diapo suivante, où j'ai fait un travail de courbe de niveau. Donc j'ai planté toutes mes lignes sur courbe de niveau. Et les lignes, elles ressemblent. Voilà, ça c'est le travail de courbe. On voit la parcelle. En fait, j'ai quand même une très très faible pente, hein. C'était plutôt
pour jouer que je l'ai aménagé comme ça. Et donc, on a commencé par un travail du sol. Là, il y avait une prairie qui était installée avec déjà l'arrivée de la forêt, un certain nombre de semis de jeunes arbres provenant des haies alentours, donc des frênes, des charmes, des hêtres, et puis quelques fruitiers qui arrivaient. Donc, c'est en même temps signe qu'à la fois il y avait le potentiel agronomique et les mycorhizes et ainsi de suite qui permettaient l'installation de fruitiers et de toute la famille des plantes qui vivent avec. Ça, c'était le plan, c'est le plan que j'ai fait au moment justement de la formation avec Felipe et Steven. On voit que la... je travaille vraiment sous forme de haies, très rapprochées, hein, tout en ligne, avec des lignes ici et ici qui sont des lignes où j'ai à la fois en strates moyenne, haute et basse tous mes pieds mers, et puis des lignes certaines où j'ai simplement des arbres têtards, notamment des saules, qui eux vont être simplement étêtés tous les ans ou 2 fois par an pour faire entrer de la lumière. Ensuite, c'est à côté de ces lignes-là que j'ai mes lignes de pépinière à proprement parler, avec un petit chemin. En gros, j'avais prévu 40 centimètres d'espace au sol pour ces haies-là, 80 centimètres pour les plantations et 80 centimètres pour le passe-pied. On verra que dans la pratique, ça a finalement un petit peu bougé. Euh, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc pourquoi j'ai choisi de mettre les pieds mers ici? Bah, parce que finalement, dans le projet de la pépinière, j'avais quand même assez peu d'espace pour commencer. J'avais aussi assez peu de pieds mers et j'avais besoin de les mettre dans un endroit hyper confortable pour qu'ils s'installent et qu'ils grandissent vite. Et puis, quoi de plus merveilleux que d'avoir simplement à prendre une bouture d'un côté pour l'installer au pied de l'arbre mère, en sachant que les racines, quand elles sont émises, elles émettent certains signaux qui favorisent la mycorhisation. Et la mycorhisation, elle va favoriser bien sûr toute la santé, la vigueur, la croissance de la plante qui est du coup vendue en racines nues ensuite. Voilà, ça donne ça. Donc ça, c'est une photo qui date du mois d'avril 2021. En avril 2021, donc on a travaillé partout le sol. On a commencé ici à installer, donc on voit, hein, là, c'est des saules qui sont installés tous les mètres. C'est la strate émergente. Et aussi, j'appelle ça vraiment la colonne vertébrale de chaque ligne. Et ensuite, on verra sur d'autres diapos, mais j'en ai pas quand c'est très jeune comme ça. Entre chaque saule, j'ai installé sur ces lignes-là des pieds-mères, par exemple. Sur celle-ci, ça doit être des pieds-mères de cassis et de casseille. Donc il y a des pieds-mères entre chaque. Et ensuite, autour, toute la strate basse qui va être composée de consoude notamment. Ensuite, Et tes saules sur la photo, là, ils sont implantés. Enfin, j'ai l'impression. C'était des sions, des plançons ou des des boutures plançons. basses? Ouais, Des ouais, ouais. plançons. Ah oui, ok. C'est pour ça qu'ils sont déjà si ramifiés et développés. Oui, c'est ça. Finalement, entre-temps, Ok. bon, une fois bien planté, j'ai supprimé la plupart des branches basses. Mais certaines lignes, je les ai, pour le test, plantées en toute petite bouture, comme on fait plus habituellement en syntropie. Et finalement, aujourd'hui, on voit plus la différence. Les boutures de 20-25 cm plantées, on les reconnaît pas aujourd'hui par rapport aux saules qui ont été plantés, qui faisaient déjà 2 mètres. Voilà. Donc l'effort énorme qu'il faut pour pouvoir planter à 50 centimètres quasiment et faire tenir ces saules-là, bon, ça vaut pas vraiment le coup, au bout de 2 3 ans en tout cas. Moi j'en avais besoin assez rapidement parce que comme j'avais des pieds-mères de vigne qui sont plantés bah, toujours par exemple sur la même ligne, j'ai des pieds-mères de vigne qui sont plantés tous les 3 saules, j'en avais besoin rapidement parce qu'ils me servent de tuteur aussi. Voilà. On a Pascal qui nous demande si les pieds-mères étaient racinés au moment de la plantation. Ouais,
Les pieds mères étaient racinés. Finalement, j'avais quand même eu le temps l'année précédente de rassembler des boutures de différentes espèces de cassis, de casseilles, de vignes et de greffés, en fait, certains pommiers, poiriers euh, qui ont été installés. On verra, j'ai une photo où on voit comment je les ai installés vraiment précisément. Euh, voilà, ouais, les pieds mères étaient racinés. Et on voit ici donc les passe-pieds autour desquels je les ai bordés de morceaux de bois avec une très forte hétérogénéité dans la manière dont le sol les a ingurgités. Il y a des endroits où ils ont complètement disparu maintenant et d'autres où ils sont tout à fait encore entiers. Bien sûr, c'est lié au positionnement dans la pépinière. Il y a des endroits plus séchants que d'autres. Ceux qui sont en périphérie, là, notamment dans les coins là-bas, ils sont plus exposés et plus séchants. Donc là, les morceaux de bois ne se sont pas dégradés. On voit aussi que j'ai installé une irrigation qui m'a servi principalement la première année et un petit peu la seconde année. C'était une irrigation qui était avec un tuyau micro-poreux, parce que j'ai pas accès à l'eau courante ici, donc j'avais installé, on voit ici, une citerne par gravité ensuite, avec 1 mètre de hauteur, c'est suffisant. L'eau, elle arrivait sur mes lignes. Donc ça a largement quand même facilité. Je regrette pas du tout d'avoir fait ça pour une première année. Ça facilite l'implantation de tout le monde de façon vraiment chouette. T'avais qu'un seul tuyau par ligne, micro-poreux, ou un de chaque côté? Euh, J'en avais un de chaque côté, ouais. Un de chaque côté, ok, deux Un tuyaux ici, par ligne. un là, ouais. Un ici, un ici. Ok. Mais on voit qu'en même temps, je suis quand même assez. C'est quelque chose que je fais souvent, c'est que j'implante très tard dans la saison. Donc là, on est déjà mi-avril au moins, quoi. Donc c'est vrai que ça fait quand même un peu tard pour les plantations, quoi. Oui, effectivement. Là, on Évitez de voit. faire ça. Hein? Faut Je éviter dis de faire évitez de ça, ouais. planter à la mi-avril. Sans irrigation, Vas-y. en tout cas. Sans irrigation, faut éviter. Si on a accès à de l'irrigation, je le conseillerais presque. Parce que c'est très agréable de bosser au printemps, dehors. Entre mars et avril, c'est super. Si on a du sol à travailler et qu'on est sur un sol argileux, c'est super aussi. Le sol, il s'est réchauffé, donc on peut aussi semer nos engrais verts de l'année, nos plantes annuelles à ce moment-là, ça passe aussi. On fait tout en même temps. Mais sans irrigation, c'est quand même. Ouais, il y a des régions où il faut vraiment pas faire ça sans irrigation. Dans les passe-pieds, j'ai semé un mélange de fétuque et de trèfle. La fétuque élevée, c'est une graminée qu'on m'avait conseillée, pas absolument parce qu'elle pousse plus vite que les autres, mais parce elle se sème très très bien, elle part bien, elle convenait bien au type de sol légèrement acide que j'ai. Mais j'avais décidé de me concentrer vraiment moins sur les passe-pieds en sachant que au bout de quelques années, de toute façon, ils seraient plus très vigoureux entre le fait que j'y passe souvent et qu'il se retrouve très à l'ombre. Voilà. Donc là, dans cette ligne-là, on peut voir euh, les saules qui sont installés. On doit deviner ici. Ah ben non, on devine pas, on voit très bien. En fait, cette ligne-là, les pieds mères qu'il y a au pied des saules, ce sont des kiwais. Là, j'en ai tous les deux saules, un kiwai, mâle et femelle, qui sont devenus très très exubérants. Ici, au sud, une ligne de porte-greffe, c'était des greffes de pommiers, si je me souviens bien. Et puis pareil, une ligne de greffe au nord, de la même façon. Ça, c'était le plan finalement qui avait déjà commencé à évoluer. J'avais pas fait mes 3 lignes de plantation là, mais je me suis mis à planter déjà sur les bordures. Et on voit derrière, c'est dans cette ligne-là que j'ai installé les boutures vraiment en toutes petites, comme on fait de façon plus classique en Saint-Tropez. Donc, suite au travail du sol, je suis venu déposer, j'avais accès à du compost de déchets verts
qui était vendu en bio de la déchetterie, quoi, donc un compost de déchets verts, et que j'ai recouvert ensuite une fois tout planté par une bonne couche de BRF. J'avais accès vraiment à beaucoup de ressources, c'était très très confortable d'avoir accès à tout ça pour une installation la première année. Et puis j'ai oublié que entre les saules, voilà, entre mes pieds mères de kiwai et les saules, ici bah, j'ai une fois sur deux soit des aromatiques, on voit des romarins, des hélicryses qui sont installés là, un petit peu partout. On en voit encore un petit peu plus loin, voilà, un petit peu partout. Et probablement, je ne sais plus si c'est laquelle des deux de lignes de kiwai est-ce que c'est, mais normalement, j'ai aussi encore un pied-mère qui doit être installé là, mais qui est vraiment tout petit. C'est des pieds-mères de porte-greffe de pommiers qui se bouturent. Donc, c'est en M106 ou M111. Donc là, c'est pareil, mon pied-mère, dans l'année, il va pousser. Et puis, je vais venir récolter des boutures à l'hiver pour les implanter ensuite, pareil, juste à côté. Et donc tes boutures de porte-greffe, tu les tailles et tu les mets dans le sol direct sans Voilà. passage en... Ok, très bien. Ça, c'est quand tout se passe bien, hein. Bien sûr, là, je parle de la théorie. Après, la pratique chez un agriculteur, c'est toujours autre chose. Non, mais chez toi, en tout cas, ça a fonctionné comme ça. Ouais, chez moi, c'est comme ça. J'avais même prévu de faire ça pour la plupart des plantes, ce que je fais encore, mais on va voir que après, je me suis retrouvé aussi face à, voilà, des complexités d'itinéraires techniques de chaque ligne, de va dire oui, mais attends, j'ai mes boutures qui sont prêtes, mais mes porte-greffes, en fait, il faut qu'il reste un an de plus, et ainsi de suite. Donc, mais dans l'idée, c'était ça. J'ai tous mes pieds mères ici, la ligne, elle se vide. Eh ben, je la remplis avec mes pieds mères, avec les petits, avec les boutures, avec les graines, avec les marcottes parfois. Et comme ça, finalement, le fond de tout ça, c'était d'imaginer, parce que j'étais quand même allé visiter quelques pépinières, plutôt classiques, et ce que j'y voyais, c'est que c'était plutôt un gouffre d'énergie. C'est un endroit où on achète des graines, on achète du terreau, on achète plein de pots, on achète, on achète, on achète, on transforme et on revend. Et moi, j'imaginais plutôt une pépinière d'où jaillit la vie. C'est toujours mon idéal, mais voilà, il y a des embûches sur le chemin, donc ça fait faire des détours. Il y a des ralentissements, des stops, des ronds-points, et voilà, j'ai pas pu aller direct à faire que ça. Mais ça reste, à mon avis, un- une belle manière de faire la pépinière. Mhm. Petit point de temps, il te reste Ok? 45 minutes à peu près de présentation. Ouais. Voilà, ça c'est un peu plus tard dans l'année, ça doit être au mois de juin, juillet. On voit, il y a des lignes qui ne sont pas encore installées, mais on voit déjà sur les lignes ici la présence des tournesols hein, qui font la strate émergente. Alors là, c'est vrai que j'ai pas remis la main sur mes plans de base où on voit vraiment ligne après ligne tout ce qui a été installé. Euh, donc c'est vrai que par rapport peut-être à d'autres présentations, ça va être un peu moins clair. Euh, mais en tout cas, voilà. Donc, les 2 premières années, j'ai installé aussi toutes les guildes de plantes annuelles. Comme on voit qu'il y a beaucoup de lumière qui arrive sur le sol, on voit la prairie qui est repartie à fond, hein, la fétuque. Euh, j'ai utilisé dans les lignes, j'ai semé le multistrate annuel, maïs, tournesol en émergent, des haricots en strate haute et puis en strate moyenne basse des salades et des blettes pour voilà, plutôt à tailler, le temps que les arbres s'installent bien et pour utiliser un maximum l'espace. Et créer de la perturbation, bien sûr. Donc là, la perturbation, c'est entre la prairie et puis toutes les plantes annuelles. Là, tout ce qui est strate arborée, je n'ai pas encore perturbé dès la première année. La bâche au fond, euh, c'est une partie qui n'était pas encore préparée, qu'on a repréparée qu'à l'automne. Je vous parlais du noyer aussi tout à l'heure vu du ciel. Quand je suis arrivé, bah, j'ai commencé par couper un certain nombre de branches. On voit, on devine certaines branches coupées. Voilà, ça c'était. Je pouvais pas faire l'installation sans enlever les branches du noyer qui lui avait poussé vraiment euh,
sans trop compagnonnage d'arbres autour, donc il a fallu faire de la place. Et aujourd'hui, il se porte très bien malgré cette grosse taille. Euh, il a en voie de belle cicatrisation. On voit les lignes. Ça, c'est une ligne où j'avais finalement réussi à faire mes 3 rangs de culture. Donc, il y a 3 lignes d'irrigation avec les fèves. Au pied des fèves, on doit deviner les salades. Et puis, le reste va sortir au fur et à mesure après. Donc, on voit les petits semis. C'est des semis repiqués. Ça devait être soit des faux indigos, soit des jeunes robiniers. Ça, c'est la ligne où j'ai planté les boutures de saule toutes petites dès la première année. Et puis ici, on a une ligne avec des cassis. On voit les maïs qui sont plantés là. Et il doit y avoir une autre plantation derrière, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Encore des cassis ici. Petite parenthèse pour tout le monde. Enfin, ce que Pierre vous montre là, c'est ce que vous entendrez souvent parler du terme placenta. C'est vraiment la première et la deuxième année qui vont faire un peu ce cocon aux cultures, enfin aux objectifs de production. Oui, merci Lucas de recadrer sur le jargon. Non, comme Ouais, tout le c'est monde n'a pas important. fait de formation en général, je Ouais, préfère c'est diffuser les termes. important. Voilà, donc là, on est plutôt au mois de juillet. Je vais avancer un petit peu plus. Ça, on arrive à l'automne, donc là, la croissance, elle va ralentir un petit peu pour tout le monde. On prépare et je fais un petit clin d'œil à Noémie, dont je vais reparler tout à l'heure, qui a été aussi actrice et grande aide, grand soutien dans toute la mise en place. J'ai une petite question bûche. Ouais. Tu le referais aujourd'hui ou pas, mettre autant de bûches alignées comme ça? Euh, je le ferai pas de la même façon. Je le ferai pas de la même façon. Euh, on verra tout à l'heure dans la parcelle qui a été faite en 2023. On les a complètement enterrés, mais vraiment en travers dans les chemins. Un peu plus comme on peut voir dans les photos d'Ernest. Là, je le referai pas forcément. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, finalement, je me pose la question de finir par enlever celles qui sont pas encore digérées pour pouvoir faciliter notamment l'entretien. Et, euh, et voilà. Mais finalement, là, elles sont que semi-enterrées. C'est pas vraiment intéressant. Le mieux, c'est vraiment de les enterrer. Pourquoi pas au pied des plantations vraiment qu'on veut voir grandir. Mais j'avais accès à cette ressource-là parce que j'ai fait tomber quand même quelques arbres dans la haie du fond. On voit que c'est des arbres très très hauts. Ils montent à plus de 15 mètres, 15-20 mètres. C'est beaucoup de frêne, beaucoup de charme. Donc j'ai éclairci un petit peu cette haie pour avoir un peu plus de lumière en fin de journée. Donc j'avais accès à beaucoup de bois. C'est comme si j'étais arrivé à la fin d'une succession et que je réouvrais l'écosystème en faisant tomber des arbres pour commencer une nouvelle succession. Voilà, j'avais accès à beaucoup d'abondance. Bon, là, difficile de deviner, mais là, on voit en fait ici, effectivement, c'est une ligne de jeunes plants que j'ai semés au printemps. C'est des arbres à miel. Parce que la pépinière, elle fait des arbres fruitiers, des arbres ou des plantes pour jardin-forêt en général, notamment syntropiques. Et donc, je mélange des fruitiers, des mellifères, multi-usages. On devine, on voit ici un pied de courge aussi qui s'échappe dans le chemin. Lui, il a plus de lumière dans la ligne, donc il essaye d'aller plus loin. Voilà, on voit les lignes de greffe de pommiers. Voilà, ça c'était la première année. Donc on peut faire la petite pause question sur le design. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Ouais, Ça il y avait marche. quelques questions en effet. Dans l'ordre, du coup, par rapport à la plantation, comment tu as enrichi ton sol au moment de la plantation? Si tu l'as Alors, enrichi.
si tu Ouais, je l'as l'ai reçu. dit tout à l'heure, j'ai eu accès à du compost de déchets verts. C'est vrai. Hein, Ok. donc, j'ai mis une couche, parce qu'on peut l'acheter vraiment par benne, j'ai mis une couche de quasiment 10 centimètres dans toutes mes lignes de ce compost de déchets verts, qui est un compost qui est assez équilibré. Il est assez riche en azote, mais en même temps, comme il vient de, de décomposition et de compostage de ligneux, il est encore très riche en carbone, il est plein de bois qui va continuer à se décomposer et minéraliser les années suivantes finalement. Un petit point d'attention sur ce type de compost de plus en plus. Enfin, c'est très rare maintenant d'en trouver qui sont pas mélangés à plein de microplastiques. Voilà. Donc, à utiliser en conscience de cause, mais souvent c'est ils broient tout la commune et le plastique avec. Donc, ça peut être Voilà, ouais, c'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs, j'en ai trouvé, hein, que Mm. j'ai passé du temps à ramasser. Dans ces composts-là, il y a ceux qui sont pas bio et qui contiennent les bouts d'épuration, et puis ceux qui sont bio qui contiennent pas les bouts d'épuration, mais qui ont quand même effectivement un petit peu de tout, quoi. Tant qu'on trie pas ou qu'on fait pas soi-même, on a ce genre de désagrément. Aujourd'hui, euh, ça m'arrive d'en racheter un petit peu, mais, euh, mais j'ai trouvé d'autres apports, d'autres formes d'apports, notamment via les réseaux maraîchers locaux qui achètent des petits granulés de luzerne, qui sont plutôt des aliments pour bovins. Ils utilisent ça comme amendement un peu boost d'azote au printemps et ça fonctionne assez bien. Et bon, l'intérêt aussi, c'est qu'on passe pas une semaine à épandre ça dans son jardin. Parce que là, j'avais mis du temps à la brouette à tout, à tout dispatcher. ça marche. Autre Euh, question? Vas-y Fabien. Ouais, il y en avait autour de l'arrosage aussi. Savoir si c'était un arrosage régulier que tu utilisais ou plutôt en fonction des périodes de sécheresse. Quelle est la fréquence de l'arrosage en fait? L'arrosage, cette première année-là, je m'étais vraiment mis en mode je suis les conseils à la fois de ce que j'avais vu en formation en Saint-Tropez, mais aussi de mes copains maraîchers. En gros, je suivais un rythme à viser que l'ensemble de l'écosystème, il est comme une pluie de 20 millimètres par semaine. Donc, ça me faisait poser tout doucement, du coup, parce que c'est l'avantage du microporeux, c'est que ça va vraiment pénétrer tranquillement dans le sol. Je devais mettre 3 mètres cubes par semaine entre juin et fin août. Ça doit être à peu près ça. Ok. Donc Mais oui, régulier. Régulier, grosse pourquoi? Hein? gros arrosage quand même la première année quoi. Ouais, c'est déjà un bon arrosage. Très bien. Mais en sachant que effectivement, je partais là, j'ai pas planté des fruitiers et seulement des légumes. J'avais vraiment des jeunes pousses, des tout petits arbres, donc j'avais envie de vraiment en prendre soin parce que ça peut être délicat pour certains qu'on repique en pleine terre comme ça. Mais voilà, ouais, ça je regrette pas. Ça a été quand même un. Je pense que pour les premières années, ça peut être un vrai coup de pouce. Oui. Oui, souvent on retrouve ça de toute façon les premières années de l'agroécosystème, devoir bien soutenir son système avec beaucoup d'eau, surtout le temps que le placenta justement prenne sa place. Euh, ouais. Ok, super. Et puis il y avait d'autres questions, mais peut-être qu'elles seront abordées au fil de ta présentation. Donc Ok, peut-être qu'on peut enchaîner. très bien. Carrément. Je t'en prie. Très bien, très bien. Donc voilà, là on va arriver l'hiver passé, donc on dirait que j'ai toujours rien planté. On voit, attendez, on va revenir à ça après. On voit de loin les saules que j'ai étêtés, qui ont été étêtés pour la première fois. Donc là, on dirait que je viens de les planter en fait, hein. Tout est très très petit. Là, j'avais fait un zoom donc pour vous montrer comment j'ai implanté mes pieds-mères, mes porte-greffes, pardon, mes pieds-mères de fruitiers.
Mais les petits fruits sont plantés de la même façon. Qu'est-ce qui est planté de la même façon? Ouais, tous mes fruitiers, tous les pommiers, poiriers, kakis, cassis, groseilles, casseilles, je les ai implantés de la même façon dans les lignes de saule. C'est-à-dire que j'ai planté d'un côté, j'ai mis les racines ici, et ensuite le porte-greffe, on le voit pas là bien sur la photo, mais on le voit, on voit peut-être mieux ici. Le porte-greffe, je l'ai vraiment enterré complètement et j'ai laissé que ma petite greffe sortir de terre. Ensuite, cette greffe, l'année suivante, ce petit sion, l'année suivante, il va s'allonger l'hiver donc qui suit, je le couche complètement afin que l'année suivante, ses yeux, il me fasse une série de petits sions. Pardon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'affiches là, toi? Voilà, l'idée c'est de... Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai arrêté le partage? Euh, oui. Non, Non. ferme juste réduis la fenêtre Voilà, que- excusez-moi. et le partage est derrière. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc voilà, je plante mes pieds mères et ensuite je fais en sorte qu'ils fassent un maximum de jeunes bois et de bourgeons l'année suivante. Et à partir de là, je vais aller les tailler en petites trognes tous les ans pour, en un minimum d'espace, avoir un maximum de petits greffons à récolter. Ok, donc juste si je récapitule, l'année 1, ils poussent. À l'hiver, tu les couches, tu les mets à plat. Euh, Voilà, et après, tous les rejets, tu les tailles en petites trognes pour faire tes greffes. c'est ça. Je pense Bon, on devrait le voir peut-être un peu plus tard. ça marche. Mais effectivement, il manque une belle illustration de ça. Voilà, donc la pépinière, l'hiver 1. Cette petite photo aussi pour montrer que dans un système syntropique, on a aussi tous les matériaux pour faire tout un tas d'ouvrages. Donc là, j'ai fait des nœuds avec un petit peu d'écorce fraîche de saule pour tenir mes ronces fruitières. Voilà, ça permet aussi de limiter l'arrivée du plastique et de plein d'autres choses, de limiter les frais. Et puis c'est toujours un autre rapport au vivant que de travailler avec la ressource sur place. Donc là, en gros, j'ai un saule qui tient la ronce et le saule fournit de quoi tenir la ronce aussi en faisant des petits nœuds. Voilà, donc là, c'est l'étape suivante de ce que je racontais tout à l'heure, à l'instant, là, par rapport à mes pieds mères. Hein. On a ici de coucher et de planter coucher un pied mère de cerisier Colt, qui est un porte-greffe nanifiant pour le cerisier. Et puis donc, il me fait un certain nombre de pousses. Donc, je répète, je l'ai couché la première année. Ensuite, les yeux qu'il avait sur son sion, ils ont refait des pousses, puisque forcément, je l'ai couché, lui, il va chercher la lumière, donc il va faire sortir un certain nombre de petits bourgeons et de petits sions. Et en courant de l'année ou l'hiver suivant, ben, ces sions, je vais les coucher, je vais les enterrer, en fait, en partie, pour en faire des marcottes. Donc là, ce qu'on voit, c'est les petites extrémités de ces pousses de cerisier que j'ai passées là sous une bûche. Et puis en quelques, même, parce que le cerisier-colt, il va très très vite, en quelques semaines, il a sorti ses racines. Et en gros, l'hiver suivant, j'ai des petits plants, des petits porte-greffes qui sont pas encore prêts, mais que je peux mettre en culture pour greffer l'année suivante. Voilà, donc j'avais assez peu de photos, puis j'ai eu assez peu de photos en 2023-2024. J'étais occupé sur une autre parcelle qu'on verra après. Euh, et là, on va passer à plutôt cette année. Peut-être juste avant, quand tu les couches, ils rejettent et tu les greffes directement en place. Alors,
Ça, Pour les c'était, vendre après ou alors ça, c'est ce que j'aimerais faire. Mais techniquement, c'est pas si Ok, simple. Techniquement, c'est pas si simple, surtout quand on fait des tests dans tous les sens en même temps, ce qui a été ma joie et aussi la complexité, hein, c'est que j'ai voulu lancer plein de tests en même temps. Et donc aujourd'hui, il faudrait que j'isole ces tests-là pour vraiment faire ça. Mais en gros, oui, c'est ça l'idée. Je les marcotte et je peux ensuite les affranchir. Une fois qu'ils ont des racines, je coupe, je sépare le pied mère des petits, et puis les petits, je peux les greffer sur place. Pendant ce temps-là, le pied mère, il fait des nouvelles pousses, et là, je les couche de l'autre côté, et comme ça, j'ai d'une année sur l'autre des porte-greffes qui sont prêts d'une année sur l'autre. Voilà, c'est un peu ça le rythme que j'avais imaginé pour la pépinière. ok. Maintenant, ce que j'ai rencontré dans la pépinière, c'est que j'ai finalement voulu au final construire un système qui resterait une pépinière. Donc là, ce que je vous explique par rapport, par exemple, au cerisier, c'est vraiment un modèle qu'on va répéter année après année. Donc l'écosystème, il reste une pépinière tout le temps. En même temps, avec la densité de pieds mères que j'ai plantés et la vigueur qu'ils ont pris, euh, à un moment donné, je me suis plutôt dirigé en me disant, bon, en fait, la pépinière, il va falloir qu'elle bouge. Parce que je vais devoir, enfin voilà, je vais devoir choisir entre l'activité pépinière sur l'espace ou vraiment tailler de façon très, très drastique certains pieds mères qui, eux, commençaient à vouloir fructifier, à vouloir montrer en fait montrer même aux gens qui passent chercher des plantes comment sont leurs fruits, comment sont leurs fleurs, comment ils grandissent, comment on peut les accompagner. Donc ça a été un dilemme et donc j'ai décidé de faire se déplacer la pépinière euh, parce qu'il y a un moment où il faut choisir. On ne peut pas avoir tous les arbres à fructifier, tous les arbres, toutes les strates qui sont en même temps en train de faire une production est la même. Donc, euh, donc j'ai taillé la branche pépinière et donc l'écosystème que vous avez vu jusque-là et dans lequel on entre plutôt à partir de cette photo-là, il est plutôt en route pour devenir un verger fruitier. Et l'activité de pépinière, elle se déplace maintenant. L'idée, c'est plutôt d'utiliser l'activité pépinière comme prétexte pour aller continuer à planter des nouveaux systèmes. En sachant que ben voilà, ce verger-là qu'on voit maintenant en photo, il est toujours ressource de bouture, de graines, de greffons. Euh, voilà. Ça, c'est la visite qu'on a fait ensemble en juin. On va aller voir les photos suivantes. On voit l'évolution des lignes. Mhm. On voit que maintenant, c'est un endroit où il y a beaucoup plus d'ombre. On voit que c'est la forêt s'est complètement installée, hein. Toutes les mycorhizes de la forêt, tout le couvre-sol de la forêt. Ici, c'est des petits fraisiers. Il n'y a plus du tout ou très très peu de restes de fétuques que j'avais semés, la graminée là, que j'avais semée dans les chemins. Il n'y a plus rien maintenant. C'est vraiment que des essences et des espèces plutôt forestières qui sont arrivées. Le BRF a été complètement digéré. Les saules, ils sont très bien installés de façon assez irrégulière. Il y en a des plus petits, des beaucoup plus gros. Et puis on a ici, ça c'est une ligne de pied mère de figues. Donc là on est au mois de juin. Les figuiers, l'hiver dernier, je les avais complètement ramenés au sol en prenant les boutures. Et ça, voilà, ça c'est l'état des pousses au mois de juin. Ici, on a une ligne de pommiers qui ont été greffés. On voit sur cette photo-là le dilemme justement qui apparaît. On a des pieds mères de figuier. C'est vraiment l'exemple type en plus, le figuier, qui est juste à côté d'une ligne où j'ai des petits. Ça, c'est les sorbiers des oseleurs. J'avais même quelques boutures de cassis en dessous. Mais on voit qu'il y a une très forte compétition en fait entre les deux. Là, les jeunes plantes pépinières à côté, ils font pas du tout le poids des pieds mères, qui eux, surtout sur le figuier, sont très poussants. D'ailleurs, ça donne même envie de dire le figuier, c'est une superbe essence même de strate basse.
Si on veut pas récolter des fruits et qu'on veut faire de la matière, le figuier, quand il est installé, il fait une quantité de matière incroyable. Ouais. De moyenne, mais basse, basse, c'est le lierre, quoi. Oui, pardon, strate moyenne. Voilà. Donc voilà, là on voit le dilemme et le fait que c'est pas, ça va pas être compatible, sinon je vais devoir tailler énormément mes figuiers l'année et donc perdre l'effet intéressant de pouvoir récupérer les boutures. Là on a des greffes de kaki, on voit bien la différence, hein, en 2 ans, ça a complètement évolué. Là on est au mois de juin, cette année ça faisait déjà 2 mois qu'on n'avait pas eu de pluie. On voit l'herbe, hein, sous les pieds de Lucas, justement. Elle est déjà complètement en train de griller. Mais l'écosystème pépinière à côté, il est verdoyant. Tout est en train. Alors, ça, c'était une petite photo glissée euh, en plein milieu pour dire qu'il y a aussi un écosystème dans une serre qui est installé. Mais on va pas plus en parler. C'est juste pour ceux qui ont envie de venir un jour visiter. C'est le teaser. Ouais. Les Voilà, là, on voit vignes les et le saule sous la serre. ouais, vignes, saules, plein d'autres choses. Ça, c'est donc dans la pépinière, on Et voit les lianes peut-être, des... Pierre, Ouais. ce que t'as pas dit, c'est que là, tu as arrêté d'arroser depuis. Enfin, que Ah la oui, bien pépinière est sûr. verte, mais que tu arrêtes d'arroser. Enfin, il n'y a plus d'arrosage, quoi, hein. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai dit tout à l'heure que j'ai arrosé première et un petit peu deuxième année. Mais depuis, il n'y a plus du tout d'irrigation. Les tuyaux sont là sur les pourtours, mais tout ce qui est microporeux, c'est plus du tout là. Effectivement, c'est quand même un détail important. Une fois implanté, maintenant, je fais des boutures directement sans eau à côté, dans mes lignes de culture. Alors bien sûr, les boutures, si je les irriguais, elles pousseraient bien mieux, mais en tout cas, elles sont toutes en vie en fin de saison, alors qu'on a une année comme cette année très sèche. Voilà, donc là, on est devant une ligne de fixe, hein, donc de pied-mer, avec les kiwais qui ont une facilité pour faire tomber les saules, hein. On voit qu'ils s'enroulent complètement autour d'un saule. Donc là, on voit bien le travail de la liane, hein, de grimper sur l'arbre, de finir par le faire tomber. Donc ça, c'est à surveiller. Ici, hein, ils sont ici. Ça, c'est les sorbiers des oiseleurs, voilà, qui sont là. Eux, ils ont bien profité. Ou c'est peut-être des cormiers. Non, c'est des cormiers, ceux-là. Avec à côté, on devine à peine, mais vous voyez, je vous parlais des arbres fruitiers, des pieds-mères de pommiers, poiriers, kakis. Ben ça, c'est un kaki qui est là, dans ma ligne de pieds-mères, qui est là, avec les saules, les aromatiques, entre-temps, elles ont plus ou moins disparu, hein, à part la sauge qui est toujours là, les autres, c'est plus trop leur espace là. Et puis les saules, donc, hein, ils sont tous les saules, ils sont trognés tous les ans complètement en hiver, à hauteur de sécateur. Et dans le printemps, je viens éclaircir pour laisser 5 ou 3 branches pour préserver la lumière. Mais je pense que l'année prochaine, je les étêterai complètement aussi au mois de... En gros, avant les dernières pluies, pour probablement mi-mai, mi-mai, fin mai. Je vais passer à la suite. Je montre les photos rapidement. Voilà. Donc ça, c'est l'écosystème pépinière, mais voilà, qui demande soit à ce qu'on le laisse fructifier, soit à vraiment beaucoup de main-d'œuvre pour être ramené en fait en arrière, hein, dans la succession pour tout réouvrir, complètement tout tailler l'hiver et pouvoir continuer l'activité pépinière dessous. Ça, c'était la petite vidéo, mais on va pas, on la mettra à la fin s'il y a le temps. Donc là, maintenant, on va passer à l'évolution de la pépinière, à moins qu'il y ait des photos, des questions tout à fait nouvelles ou spécifiques. Je pense que je vais te laisser terminer et qu'on prendra toutes les questions à la fin parce qu'il y a pas mal de questions. Donc je te laisse dérouler et puis le dernier quart d'heure, 20 minutes, on les consacrera vraiment à reprendre les questions. Ok. Donc voilà, donc là, ce qu'on va voir maintenant, on a nommé ça avec Noémie le jardin vivrier. Euh, c'est euh, c'est de la recherche pour formuler une manière de faire l'agroforesterie syntropique, donc en y intégrant une succession des métiers.
Parce qu'on s'est rendu compte aussi en pratiquant sur place que si on veut aller au bout de la succession, on a besoin de connaître bien plusieurs métiers. Quand on introduit des plantes aromatiques médicinales sur même là le tout petit écosystème de pépinière, finalement on pourrait aussi en tirer quelques récoltes là où les premières années. Euh, Bien sûr, il y a l'activité de pépinière qui demande elle aussi plein de compétences. Et puis ensuite, arboriculteur, c'est des compétences particulières. Et puis un peu plus tard, tout le travail du bois, savoir comment, quand récolter du bois, même d'ouvrage. Euh, c'est aussi un autre métier. Donc on s'est dit, bah tiens, on va essayer de voir comment on peut faire un écosystème qui va faire venir différents humains, différents métiers, aussi dans une ordre de succession. C'est aussi un jardin à habiter. On a rêvé ce jardin euh, multigénérationnel, quoi, avec des enfants, avec des parents, avec des personnes plus vieilles, puis avec la place pour tout le monde. En cherchant un modèle économique, bien sûr, parce qu'on cherche à vivre de ce métier-là. Et moi, j'ai des enfants, et si je leur dis, quand ils veulent, quand ils ont besoin de quelque chose, bah tiens, j'ai des pommes ou j'ai des jeunes pommiers, ils comprennent pas. Et c'est aussi quelque chose qu'on présente comme une proposition de faire de la syntropie à grande échelle, parce qu'on peut, dans des systèmes syntropiques, voilà, faire de l'élevage dans ces systèmes successionnels, introduire des animaux, et puis différents animaux à différents stades de l'évolution de l'écosystème. Donc là, ça a commencé sur une feuille de papier. On va commencer par la présentation du plan. Ça, je pourrais vous la partager si vous voulez en séparé. On va pas s'attarder sur les variétés. Je vais le réexpliquer tout de suite. Voilà, donc là, on est sur une parcelle qui est juste à côté de la première. Et cette parcelle, déjà, on a fait le choix de tester deux orientations différentes. Ici, on est orienté ici nord-sud, le sud étant... Ah, j'ai ma souris qui bloque. Le sud étant ici. Et ici, on est orienté plutôt vers le sud-ouest, nord-est, qui est une très belle exposition par rapport à à la parcelle, en tout cas, qu'on a ici. Donc, cette parcelle, elle a été conçue comme un verger de pommiers ici et de noisetiers ici. Pommier, noisetier, pommier, noisetier, ici, noisetier, pommier. Et puis, quand on a eu commencé, quand on a eu dessiné ces lignes avec la succession autour des pommiers, parce que bien sûr, les pommiers, ils vont pas venir tout seuls, on a d'autres espèces en soutien. Le pommier, c'est une strate haute, donc au-dessus, on a des émergents qui sont dans les lignes de pommiers, des merisiers. Dans les lignes de noisetiers, ce sont des érables negundo, que nous, on plante comme érables sucriers. Et puis on a des strates moyennes et basses. Moyenne, ça va être dans les lignes de noisetier, on a inséré des lauriers palmes. Vous savez, ces fameux lauriers dont on fait des murs végétaux un peu partout. On en a mis, nous, parce que je les trouve jolis. Ils ont des feuilles persistantes, ils ont des feuilles froides, comme on dit en syntropie aussi, ou en hydrologie régénérative. Ils ont des feuilles froides, c'est-à-dire qu'ils sont capables de capter de manière très très bonne l'humidité de l'air et lui permettre de se condenser sous les feuilles. Et cette eau, elle re-rentre dans l'écosystème via le réseau mycorhizien. Et puis en strat, la première année, enfin oui, j'ai pas le tableau, j'ai plus le tableau de succession comme on construit en général en syntropie pour avoir vraiment toutes les plantes de toutes les strates pendant la succession. Et on a espacé ces lignes-là, donc noisetier, pommier, de environ 4 mètres pour permettre dans quelques années l'arrivée d'animaux. Là, on avait pensé à des brebis, par exemple. Mais en attendant que les arbres soient suffisamment grands et robustes pour résister au passage de petits animaux, euh, on, on a inséré au centre de de ces lignes
une ligne de petits fruits. Donc là, celle que je viens de surligner, c'est des cassis. Puis on a ici des groseilles. Ici, on a une forme d'aronie, l'Aronia melanocarpa. Et puis ensuite, cassis, groseilles, voilà, ainsi de suite, un peu partout. Eux-mêmes avec des arbres émergents au-dessus. Et en dessous, on a semé on a planté des petites boutures de consoude. Une consoude naine qui court pas partout et qui est hyper couvrante. En général, quand on sème de cette consoude dès la première année, on n'a plus de graminées qui revient parce qu'on était sur une parcelle qui était une prairie également. Voilà, et ça, c'est l'évolution à terme de cette parcelle avec les fruitiers qui sont installés, les émergents qu'on garde, ils ne sont pas forcément dans la ligne des fruitiers, mais c'était en même temps au passage le design pour la personne qui nous met à disposition ce terrain qui avait l'objectif de poser une yourte dessus. Donc on lui a fait un joli plan. Donc là, encore une fois, plantation, travail du sol fin mars, plantation mi-avril. Pour pas seulement ici, euh, pour des questions techniques et peut-être un peu de manque de courage, on n'a aussi pas installé du tout d'irrigation et on n'a pas du tout. Ah, si, on a mis un petit peu d'apport quand même à la plantation, justement de ces petits granulés de luzerne. Et là, on voit les passe-pieds, puisqu'on a eu besoin, pour faire entrer de la lumière, de faire tomber un gros frêne euh, parmi d'autres, hein, mais on l'a fait tomber et on a pu faire tous les passe-pieds en enterrant les bûches. Donc là, les bûches, elles sont vraiment enterrées, on les recouvre de terre et c'est les passe-pieds. Encore une fois, c'est vraiment aussi abondant. Et là, par contre, je le referai, comme tu posais la question, Lucas, tout à l'heure, je le referai de planter de mettre ce bois comme ça. Ça s'est fait avec des compagnons stagiaires de l'école d'agroécologie voyageuse. On voit la mosaïque au cordeau. Donc, on a fait toute cette étape de préparation avec les stagiaires de l'EAV, avec Noémie et Auguste qui était aussi en service civique à ce moment-là dans l'association. En gros, la plantation, elle doit faire à peu près 1000 ou 1200 mètres carrés. Et puis, on a commencé ensuite à planter, donc mi-avril. Tous les arbres étaient en racines nues et déjà en feuilles. Donc, c'était vraiment un challenge. Et puis, on a essayé de mettre en pratique tout de suite, de travailler en famille. Donc, on a invité les amis, les plus jeunes, les moins jeunes. Chacun a trouvé sa place. Les adultes à planter les arbres, les arbustes, et les enfants, on leur a donné la mission d'aller cacher des graines un peu partout. Donc, ça a été la fête pour eux, de planter des boutures un peu partout et des graines un peu partout. Ah, j'ai oublié aussi de préciser que dans le premier plan tout à l'heure, c'est que donc on voit ici la ligne de noisetiers, on voit la ligne de petits fruits, et la pépinière, elle est installée entre les deux. Voilà, là il y a une ligne et une ligne de pépinière à côté des passe-pieds. Effectivement, la pépinière, elle fait partie de la succession qu'on installe dans ces jardins. Voilà un exemple des petits pieds. Ça, c'était des petits plants de kaki en racines nues. Aujourd'hui, ils font. Si je non, je les ai pas taillés, mais ils font 2,50 m à peu près. Donc c'était avril 2023. Et ça, la photo, c'est juin 2025. 2 ans après, on a donc mis un petit peu de luzerne. On a mis 1 an plus tard, après la plantation, on a fini par trouver un petit peu de BRF et en mettre. Mais sinon, on était parti sur un sol, soit avec un petit peu de paille, mais c'était vraiment pas du tout une bonne idée, soit nu. Et donc, on n'a pas du tout irrigué, ni à la plantation, ni ensuite. Donc là, on a sur cette ligne-là les pommiers qui sont installés, les saules avec des buddléia autour,
les aromatiques qui sont encore présentes, mais qui commencent à péricliter un petit peu. Certaines, celle-ci, elle est en bordure, donc elle a encore de la lumière, mais celles qui sont dans les lignes, les aromatiques en général, dans les systèmes que j'ai fait jusque-là, elles restent pas très longtemps, quoi. Ça va être 3 ans maximum. Après, elles ont vraiment plus assez de lumière. Là, on voit les kakis, justement. Les kakis qui montent, là. N'hésite pas si tu veux avancer un petit peu, comme ça on a le temps pour les questions ensuite. Oui, bah voilà, on peut avancer, hein, voilà. Voilà, tout ça, c'est les fruitiers qu'on a plantés, les espèces qui soutiennent, notamment l'Amorpha fruticosa, le faux indigo, qui est vraiment un arbuste vraiment génial, au même titre que le buddleia, je trouve, largement. Puis il y a toujours des arbres qui font les foufous. Lui, c'est un Tuna sinensis, l'arbre à salade. Lui, il fait déjà plus de 4 mètres, alors qu'il faisait 10 centimètres au-dessus de la terre quand on l'a planté. Les Negundo, les noisetiers, ils sont là. Donc Noémie, elle récolte les aromatiques, elle les fait sécher. Et bien sûr, il y en a quand même beaucoup. Donc on utilise aussi les aromatiques pour remettre au sol, pour nourrir le sol. On a du mal à bien gérer les timings de perturbation, par contre. Ça, c'est quelque chose qu'on a à repenser, c'est comment on coordonne les perturbations dans les différentes activités. Et voilà. Je vais revenir en mode vidéo. J'ai fini Ouais, le bah, diapo. tu peux montrer la petite vidéo que tu voulais montrer si tu veux. Puis après, on passera aux questions. Ok, oui, ça va être pas mal. Normalement, elle est préparée pas loin. Alors attends, comment je rebascule? Tic, tic, tic. Elle est là. Ah oui, donc il faut que je remette mon partage, pardon. Mon écran est toujours partagé ou pas? J'ai un doute. Non, on voit plus Ok, ton écran. excusez-moi, je vais donc repartager l'écran et on a une petite vidéo qui a été faite dans la pépinière au mois de juin où on voit en 3D, ça permet au moins de... Voilà, on voit le Polonia aussi. Bien sûr, ça va trop vite pour tout expliquer, mais là, on est dans les lignes où il y a les ronces, les pieds mères de cerisier. Ouais, c'est compliqué pour nous parce que enfin, avec le zoom, c'est très saccadé. On n'a pas de fluidité sur ta vidéo. Désolé, Ouais, mais moi aussi, ouais. c'est pas, Bon, on n'arrive bon, on l'arrête. pas. Mais peut-être on réussira l'année prochaine ou à revenir faire des vidéos chez Pierre pour vous montrer l'évolution qu'on pourra mettre en ligne sur la chaîne YouTube. Comme ça, vous aurez un aperçu plus global de ce qui peut se jouer. Ou sinon, bah, n'hésitez pas à aller chez Pierre, hein. T'es très ouvert à accueillir des gens pour venir visiter. Donc, Stéphane, je sais pas si c'est toi qui as fait la vidéo, mais quand je l'ai regardé tout à l'heure, je me suis dit, mais quel gourmand! Ça, c'est les fruits du ragoût minier. Bon, allez, j'arrête le partage. ouais, enfin, on n'arrive pas Hop, à très bien voir. voilà. Euh, ok. Bon, bah, merci beaucoup pour cette petite présentation. Il y a quelques questions qui se sont accumulées au fil du temps. Euh, je crois que je vais commencer par une question de Pascal qui disait, est-ce que sur ta pépinière, tu sors le nombre de plants que tu t'étais fixé? Est-ce que enfin, dans ton prévisionnel, tu arrives à faire ce que tu t'es fixé et peut-être te détailler un peu plus? Je sais qu'il y avait une autre question de Clara qui parlait... oh non, c'est une question différente. Vas-y, réponds à ça d'abord et puis je te pose ensuite. Alors, euh, alors déjà, non, clairement. Je sors pas, j'ai pas sorti les plantes que je m'étais fixées pour deux raisons. La première année, c'est que
Dans mes semis et dans mes greffes, j'ai eu un peu d'échecs. Donc ça, forcément, quand j'ai calculé l'écosystème vraiment pile poil par rapport à mon prévisionnel, et donc quand il y a le moindre échec, bah, tout de suite, ça se sent. Premier facteur, hein, donc des histoires de semis et de greffes. Aussi de temporalité, parce qu'il y a des fois une greffe qui va finalement demander une deuxième année de pousse pour être assez vigoureuse. Et puis par la suite, donc ça c'était vraiment la première, deuxième année. Par la suite, ben, je me suis trouvé vraiment confronté à cette concurrence dont on parlait, dont je parlais tout à l'heure, entre mes lignes avec mes pieds mères et les plantations à côté. Ça a été vraiment assez rapide, finalement, de voir que ce que j'appelais le squelette, finalement, cherchait à s'étendre, à grandir. Donc ça laissait moins de place aux jeunes plants. Donc ça a été notamment la motivation pour aller chercher dans une autre parcelle euh, à replanter la pépinière. Mais aussi aujourd'hui, et ça c'est la demande client, c'est que il suffit pas, je me suis rendu compte de ça aussi, c'est qu'il suffit pas de faire pousser les arbres, il faut les commercialiser. Donc après, je suis allé sur les marchés, et puis quand j'ai rencontré les gens et qu'ils m'ont dit qu'ils préféraient planter un peu plus tôt ou un peu plus tard, j'ai commencé en parallèle à faire quelques arbres en pot. Donc pour la plupart, finalement, soit je vais les cultiver en pot une ou deux saisons, en pleine terre une ou deux saisons, puis je les repique dans l'hiver pour les transporter au printemps sur les marchés. Mais pour certains, notamment certains porte-greffes, maintenant je les bouture dans un système aquaponique, donc avec sur un système de table à marée ou dans le sable relié à un système qui n'a pas encore de poisson mais va en avoir bientôt, euh, pour pouvoir les repiquer en jeunes plants en extérieur. Voilà. Super. Merci à toi. Il y avait une autre question, alors je crois que c'était Clara qui a posé cette question, qui demandait est-ce que tu as produit tous tes arbres, arbustes, aromatiques qu'on soude, enfin tous les plants que tu as mis au départ, est-ce que c'est toi qui les as produits? Et si oui, est-ce que tu as une estimation du combien de temps ça t'a pris? Euh, voilà. Et puis la deuxième partie de ces questions, c'est est-ce que tu avais une serre à côté des productions en pot? Donc ça, tu viens plutôt d'y répondre. Mhm. Bah, la serre, elle est en train de venir en fait. Hein, vous avez Mhm. vu au printemps, j'avais commencé un petit peu à installer des choses et je vais continuer. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Mais ça, c'est une histoire de rythme aussi, hein, voilà, il y a des moments de saison où c'est très très exigeant au travail. Et je me suis rendu compte, mais ça, c'est plus une histoire humaine. J'avais oublié un facteur important dans tout ça, c'est que je suis papa et j'aime bien m'occuper de mes enfants. Et donc, j'ai besoin d'avoir du temps avec eux et de bonne qualité. Donc ça m'a fait revoir un peu la stratégie en disant, bon, j'aime bien aller jusqu'au bout, mais, mais là, la chose la plus importante que je pourrais pas refaire, c'est les enfants. Donc, je continue les expérimentations, mais en ayant à côté une partie un peu plus simple à gérer. Voilà. Et la première, oui. Est-ce que C'était, j'ai produit tous mes plants? c'est ça. J'ai pas produit mes premiers porte-greffes. Les premiers porte-greffes, j'ai acheté la première année, évidemment, et ça m'arrive encore d'en racheter, justement quand j'ai pas assez ou quand j'ai pas le temps. Voilà. Ok. Mais sinon, les aromatiques, etc., c'est que des divisions, des boutures que tu avais faites au début. Non, première année aromatique, j'ai acheté aussi en jeune Tu as plant. acheté aussi, ok. Ensuite, j'avais profité pour acheter les derniers pieds mères que j'avais pas. J'avais pas de pieds mères de kiwi. J'ai racheté une ou Hmm. deux variétés de figuier. Grâce à un crowdfunding. J'ai fait la première année un crowdfunding qui a super bien marché, qui m'a permis d'investir un peu dans les pieds mères et le matériel d'irrigation. Ok. Voilà. Sinon, les Et, cassis, les pommiers, les poiriers, tout ça, c'était des plantes que j'avais déjà préparées l'année d'avant. ok. Et il y a une question sur quel est le coût de l'achat des plants les premières années. Bon, alors ça, c'est assez variable en fonction des systèmes. Je vais peut-être y répondre rapidement, mais compter en bio, la mini-motte d'aromatique, c'est environ 50 centimes. Euh, voilà. Et, euh, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je les. Enfin, là, pour les expérimentations, je les ai en gros à 50 centimes la mini-motte et c'est pas les tarifs de très gros. Donc, enfin, en très gros, je pense qu'on peut encore diminuer.
Et après, pour les fruitiers, bah, ça va dépendre des arbres que vous achetez, mais je sais pas combien tu les vends toi, Pierre, hein, mais un arbre fruitier greffé, c'est 15 euros à peu près, jusqu'à Ça dépend, entre 15 et 25, on va dire. c'est ça, jusqu'à 50 si vous achetez des aziminiers ou des trucs un peu qui se vendent très cher. Mais bon, un Ouais. jour ça va diminuer les prix des aziminiers. Je sais juste pas pourquoi c'est très cher pour le moment, mais, voilà. Parce que ça demande des pots spéciaux, ça demande des pots Oui, profonds, une c'est gestion un peu spéciale. des grands Mais j'ai fait pots. le choix de ne pas greffer les aziminiers. Parce que j'aime pas beaucoup la greffe, mais c'est un peu un truc à aparté, mais j'ai quand même aussi envie de développer une pépinière sur le long terme qui ne greffe plus. Une Hmm. pépinière dans laquelle je marcotte, et c'est pour ça que j'ai enterré mes pieds mères de pommier, c'est que je vais commencer à les marcotter maintenant qu'ils sont vigoureux, pour m'affranchir de la greffe. Et puis les aziminiers, j'ai rencontré un collectionneur d'aziminiers qui est outre-Atlantique et qui a des grands vergers d'aziminiers avec les variétés séparées les unes des autres. Et donc il repart de la graine, et donc j'achète ces graines. Donc j'ai Oui, des différentes variétés d'aziminiers identifiées, mais qui sont semées, super. donc beaucoup moins cher. Et puis beaucoup plus résilient de planter directement de la graine que. Voilà, donc Alors, si on veut acheter des pommiers, si on veut greffer et qu'on veut acheter des porte-greffes, si on achète un petit lot de porte-greffes, ça coûte pas très cher. On peut les avoir chez Beaufort Jeune Plan, qui est spécialiste vraiment des porte-greffes et en bio. hmm, Euh, il doit les vendre 3 euros si on n'en prend pas, si on en prend moins de 200 par exemple. oui, oui. C'est très accessible. Porte-greffe, ça coûte pas très cher. En parlant toujours sur l'aziminier, il y a Pascal qui demande si la variété, elle se transmet dans la graine ou si ça se croise et ça s'hybride entre aziminier, du coup. Ben, c'est pas l'espèce que je vais le mieux connaître. Ok, Maintenant, le fait que ce monsieur, il ait des vergers avec les variétés séparées les unes des autres, ok, ça doit quand même être. Voilà. Apparemment, il est quand même. Ce qu'il dit lui, c'est il est relativement fidèle au semis. ok. Maintenant, si la fidélité au semis, si c'est dans un verger où tout est mélangé, c'est fidélité à qui? Oui, oui, c'est ça. Maintenant, Ça marche. Et parce qu'elles disent que... Non, ils disaient pas seulement pour les aziminiers. Alors ça, après, ça va dépendre vraiment d'un arbre à l'autre, mais enfin, la plupart des arbres, enfin, c'est la vie hein, qui veut ça, mais ont tendance à se croiser et à se croiser. Il y a très peu d'arbres qui restent fidèles de... Les pêchers, je crois qu'ils restent assez fidèles, mais ouais, les pêchers, mince, les prunes, ça peut être assez fidèle au semis. Il y oui, a vraiment des variétés. Ça, c'est difficile à comprendre, mais c'est un axe de recherche qui est vraiment fondamental, à mon avis, pour l'avenir. C'est de redonner de la place à l'évolution en faisant beaucoup plus de semis. Les anciens qui avaient peut-être moins les moyens de faire des pépinières comme nous ou d'acheter des plants, ils passaient beaucoup par le semis. Et quand le pommier, après 10 ans, euh, on s'apercevait à sa première pomme qu'en fait, elle n'était pas terrible par rapport à ce qu'on voulait, ben, là, on le greffait. Et on greffait en haute tige sur un arbre qui était déjà bien installé. Enfin, ça s'est fait euh, en tout cas. il y a une autre question, et après, Clément, je t'inviterai après cette question à poser la tienne. Euh, Il y avait alors deux autres questions rapidement. Est-ce que enfin, tous les fruitiers peuvent marcoter enfin, est-ce qu'il y a des fruitiers, enfin, tous les tests que tu as fait de marcotage de fruitiers que tu couches, est-ce qu'ils ont fonctionné? Est-ce qu'il y a des fruitiers qui n'ont pas marché? Et il y a une autre question sur est-ce que tu as essayé de perturber le figuier plusieurs fois dans l'année? Comment ça réagit? Mhm. J'ai pas essayé de perturber le figuier dans la même année, pour le moment en tout cas, parce que j'attends des boutures de mes figuiers. Et c'est ça le dilemme. Et c'est pour ça que c'est important vraiment ce design et ce plan de succession en syntropie, c'est que quand on est devant le moment où on doit perturber, si on attend des fruits des deux plantes qu'on doit aérer, à ce moment-là, on va devoir couper ou limiter une plante dont on attend des fruits. Et donc, ça veut dire qu'on a un choix à faire. Donc, c'est pour ça qu'il est important et que là, pour le moment, dans mes figuiers, euh, comme j'attends des boutures, je les ai perturbées surtout l'hiver pour récolter mes boutures l'hiver. Mais c'est pour le moment, puisque je commence à avoir maintenant d'autres figuiers ailleurs sur lesquels je peux prélever des boutures. Et donc, je vais commencer à faire des tests de perturbation autres, oui.
L'autre Et partie de la... sur leur marcotage des fruitiers, est-ce Ah oui. que tout marche comme ça? Enfin, est-ce que il y a des choses que tu n'as pas réussi à faire marcoter? Qu'est-ce Alors que... pour le moment, non. Pour le moment, non. Par contre, ce qui est important de voir, c'est que tout va pas avoir la même rapidité pour émettre des racines. Hein, on voit, on peut très facilement le faire avec les figuiers, avec les aromatiques, avec les cassis, par exemple, ça marche très très bien. C'est très rapide. Avec les porte-greffes de pommiers, très rapide aussi. Et par exemple, au sein de la variété pommier, dans toutes les espèces que j'ai de variétés, eh bien, il y en a. Alors, laquelle va être rapide? C'est la pomme pierre, par exemple. Elle va marcoter vraiment rapidement. Dès la première saison, il y a déjà des belles racines. Mais il y a des pommiers comme la rouge d'automne. La rouge d'automne, elle, il va lui falloir presque 2 saisons pour vraiment commencer à émettre des racines. C'est en fait tout à fait différent. Au sein de la même espèce pommier, on n'a pas du tout les mêmes réactions. Ok, ça marche. Mais Pardon. en théorie, on peut faire ça avec du châtaignier, avec du frêne. Avec le frêne, je l'ai déjà essayé. Avec le châtaignier, plus ou moins. Mais la théorie de la génétique des plantes fait que elles ont quand même évolué avec cette possibilité-là, sous certaines conditions, de pouvoir réémettre des racines. Maintenant, dans certains cas, il y a besoin de les forcer, c'est-à-dire comme on va faire, comme font les producteurs de noisetiers, c'est-à-dire que non seulement ils vont recouvrir de terre une partie de la jeune tige, mais ensuite ils vont lui mettre un garrot, Hmm, et ce garrot va créer un bourrelet qui va rassembler les cellules suffisantes et compétentes pour émettre des nouvelles racines. ça marche. Et il y a une question après Clément, comme ça tu peux poser la tienne. Euh, Enfin, il y a plusieurs questions intéressantes. Bah vas-y Clément, pose la tienne et puis après j'en prends deux dernières qui ont été posées par Pierre-Nicolas et Ludovic et puis on clôturera là-dessus. Ouais, ok, ça rejoint un petit peu ce qui se disait là. Est-ce que tu testes, Pierre, les fruitiers sur racines propres? Il y avait un Anglais, mais je me rappelle plus son nom, qui avait tout un verger où il Ouais. développait justement pour s'affranchir de la greffe, donc du traumatisme de la greffe pour l'arbre, des incompatibilités. Et il disait qu'il y avait des fruits avec des qualités gustatives qui étaient plus intéressantes aussi qu'en cas de greffe. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais, mais est-ce que tu as testé ça un peu de manière systématique? Ben, c'est le but, effectivement. Peut-être juste, est-ce C'est... que tu peux rappeler pour tout le monde ce que c'est fruitier sur racine propre? Je suis pas sûr que tout le monde Ouais. connaisse. Alors, un fruitier sur propre racine ou sur racine propre, donc comme tu l'as dit Clément, c'est un Anglais qui s'appelle Phil Corbett qui a mis ça au point. Et il s'est rendu compte qu'effectivement, comme on pouvait marcoter à peu près n'importe quel arbre, eh ben, il pouvait marcoter ces espèces fruitières. Pourquoi il voulait faire ça? Ben, déjà, ça lui coûtait moins cher. Et surtout, lui, il a développé un verger qui s'appelle le potager verger de Phil Corbett. Et lui, ses fruitiers, il va les trogner tous les 7 ou 10 ans, complètement. Il les trogne et il fait son potager en dessous, puisqu'il vient de faire une perturbation qui fait entrer la lumière, il fait son potager. Et ensuite, il a la ligne d'à côté qu'il n'a pas trogné, qui va trogner l'hiver suivant et déplacer son potager. Finalement, il a une forme de succession avec enfin avec deux strates, une strate légumes en dessous, puis la strate des pommiers qu'il va perturber et réutiliser d'ailleurs le bois pour faire plein de choses après. Ouais. Et effectivement, moi j'ai échangé avec lui par mail il y a quelques années et il me confirmait qu'il a vraiment beaucoup moins de maladies puisque ces pommiers ou ces poiriers, ils sont trognés, ils refont en fait du bois neuf et donc ils ont une très bonne vascularisation pour faire circuler la nourriture et les défenses immunitaires notamment. Donc comme il n'a pas de vieux bois, malgré le fait qu'il pourtant il les étête et qu'il fasse des blessures, il a effectivement très peu de maladies, très peu de ravageurs. Et quel avantage à faire ça, juste parce que du coup, ça va être un franc. Et si ça franchit de son porte-greffe, ça va devenir un franc. Ouais. Pourquoi pas juste semer du coup? Eh ben, c'est que l'avantage de la marcotte, c'est que tu sais quel pommier exactement tu plantes, quelle variété tu Ah plantes. oui, oui, c'est vrai. Donc, dans un petit jardin où on veut, par exemple, on a accès à un petit jardin, on voudrait des pommes
d'été, des pommes d'automne et des pommes de conservation, c'est chouette de savoir quel pommier on plante, quoi. Oui, C'est la tout à demande fait. des clients. Hein, moi, en tant que pépiniériste, je recherche et tout, oui, mais les clients, ils veulent quoi? Bah, ils veulent être sûrs d'avoir des pommes. Oui. Donc, je dois leur vendre. Ça pourrait être un franc de semis greffé en place par la suite. On saurait la variété aussi, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis souvent, voilà, souvent la pensée du jardin, c'est aussi d'en profiter avant de mourir. Ok. Les gens me le disent Euh, souvent. Mais j'aimerais des fruits avant de mourir. Oui, c'est vrai. et il y a deux dernières questions. La première, c'est est-ce que ce que tu as mis en place aujourd'hui, ça a couvert tes coûts d'installation? Ah oui, oui. Ok. Oui, largement, parce qu'effectivement, comme donc le système crowdfunding, c'est que les gens qui ont participé dans la cagnotte, je leur ensuite donnais des contreparties sous forme d'arbres ou de plantes en général qui sont venus Ok. choisir. Alors, il y en a certains qui ont choisi de ne pas les récupérer, d'autres qui sont pas encore décidés, donc ils vont les récupérer. J'ai fait un droit de récupération jusqu'à la retraite. Ça marche. Euh, donc voilà, maintenant, ça c'est les coûts d'installation, mais de là à en vivre correctement, je vis pas actuellement bien de la pépinière. J'ai une activité aussi d'accompagnement, de design à côté, concrètement, c'est ça qui met du beurre dans les épinards en ce moment. Parce que euh, bien que j'ai bossé la technique et la pépinière et tout ça, j'ai quand même vraiment l'axe important que je refusais un petit peu, que je mettais de côté, mais qui est central, c'est la commercialisation. Mais Ça, tout à c'était fait. vraiment un petit truc oublié et que maintenant je dois rattraper. Mais disons que quand même, d'année en année, l'objectif, il est en passe d'être atteint. Je pense qu'encore 1, 2 ans de bon travail et ça va le faire. Hmm. Ouais, c'est vraiment quelque chose de clé qui est souvent oublié, entre guillemets, avec l'enthousiasme de l'installation, mais C'est qui est quand ça. même la clé de voûte de toutes vos installations professionnelles, c'est penser la commercialisation. Pascal dit c'est l'alpha et l'oméga de toute entreprise, c'est tout à fait Bien ça, quoi. sûr. Et grand Ouais, nombre de c'est ça. projets dépassent pas les 3 4 ans, faute d'avoir anticipé ce point-là. Et peut-être pour conclure, dernière question, il y a Ludovic qui te demande avec ton recul, est-ce que la pépinière s'intègre bien dans un système syntropique ou vaut-il mieux séparer les deux? Ou alors, enfin voilà, quelle est ta vision là-dessus? Hmm. Ben, j'y répondrai de travers en disant que ça dépend aussi de dans quel monde on vit. Donc je dirais que pour les deux, oui, et en même temps pour les deux, non. C'est-à-dire que avoir une pépinière séparée d'un système syntropique, ça permet d'avoir une pépinière très simple à gérer. Notamment, là, je vois bien effectivement hein, que mes systèmes carrément hors sol, de table à marée, où les lignes, il y a les 4 dernières lignes que j'ai fait dans la pépinière où j'ai juste un saule tous les mètres, pas de pied mère. Effectivement, c'est très pratique. Je peux facilement ramener la ligne à zéro, recommencer toute une succession à l'intérieur. Mais en même temps, c'est plaisant ça nous plaît beaucoup à plusieurs ici d'imaginer que quand on va planter des vergers ou des systèmes syntropiques, il y a la pépinière dedans pour planter les suivants. Oui, tout à fait. Voilà. Merci C'est pour juste cette conclusion. des chemins différents. Et ce qui, Et ce qui compte, c'est de suivre ce qu'on, ce qu'on a dans le cœur, quoi. merci. Et puis il y a aussi, enfin, là chez Pierre c'est très serré, enfin l'espace entre lignes est assez faible, mais vous pouvez aussi imaginer des systèmes avec des lignes syntropiques tous les 5 mètres et dans votre interrang vous faites votre pépinière et cette pépinière elle va rester quand même assez longtemps en place. Donc voilà, enfin c'est tout va pas aussi vite se fermer que chez Pierre, ça dépend de votre design, comment vous agencez pardon, les choses. Et puis, vous pouvez aussi très bien imaginer qu'à la fin, quand le système commence à se refermer, si vous avez mis, je sais pas, des lignes tous les 5 mètres, bah, votre rang central vous sert quand même de verger de pied mère, comme tu le fais, où on peut venir tailler et en même temps prélever des boutures, enfin des greffons, pardon, et des boutures. Mhm. C'est des chouettes manières de penser les choses, c'est pas incompatible. Tout à fait.
Merci à toutes et à toutes d'avoir assisté à ce webinaire. Si ça vous intéresse de rejoindre l'association, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Vous pouvez trouver le formulaire de contact sur notre site web destinationsentropie.org. Le prochain webinaire aura lieu le lundi 1er décembre et on ira en compagnie de Mickaël des Papillons Voyageurs explorer un système syntropique, cette fois en climat méditerranéen, pas très loin de Nice, donc vraiment dans une- un autre type de biome et voir un peu comment ça peut se passer aussi et quels sont les atouts de l'agriculture syntropique en climat plutôt méditerranéen. Je vous souhaite une belle fin de soirée à tous et à tous, et puis à bientôt. Belle fin de soirée, merci.